on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour... Un true crime. Un true crime quoi. On a décidé de vous raconter l'histoire de Charles Cullen. En ce moment sur Netflix, vous avez un film qui raconte son histoire, donc c'est Meurtre sous ordonnance ou pour ceux qui ont la version anglaise, The Good Nurse. Si vous n'avez pas vu le film, attention, spoiler. C'est parti pour l'histoire de celui qu'on appelait l'ange de la mort. Charles Cullen est né le 22 février 1960 à West Orange dans le New Jersey. Il a été élevé dans une famille catholique ouvrière et il est le plus jeune d'une fratrie de 8 enfants. Son père Edmond, chauffeur de bus, est décédé le 17 septembre 1960 alors que Charles n'avait que 7 mois. Sa mère Florence, elle, est décédée le 6 décembre 1977 à l'âge de 55 ans dans un accident de voiture alors que lui était en dernière année de lycée. Cullen a rappelé la mort de sa mère comme dévastatrice et a décrit avoir été contrarié que l'hôpital ne l'ait pas immédiatement informé et a incinéré le corps au lieu de le rendre. Il décrira son enfance comme misérable et a affirmé avoir été intimidé par ses camarades ainsi que par les petits amis de ses sœurs. À l'âge de 9 ans, il fera sa première de nombreuses tentatives de suicide en avalant des produits chimiques. Malheureusement, 2 de ses frères et sœurs sont décédés peu de temps après et il s'est aussi occupé d'un de ses frères qui s'est battu contre le cancer mais qui est mort. Cullen abandonna ses études secondaires et il s'enrôle dans la marine américaine où il sert dans le sous-marin USS Woodrow Wilson. Il passe avec succès les examens psychologiques requis pour intégrer les équipages de sous-marins. Il devait passer au moins 2 mois immergé dans un navire exigu. Il a atteint le grade de sous-officier 2e classe de l'équipe qui exploitait le missile Poséidon du navire. Et il s'est fait harceler et intimider par ses coéquipiers, comme quand il était petit. Le premier maître de Cullen à bord du Woodrow Wilson l'a surpris aux commandes du missile, portant un masque chirurgical et des gants plutôt que son uniforme. Cullen a été discipliné pour cette action, mais n'a jamais expliqué pourquoi il était habillé comme ça à ce moment-là. La marine a réaffecté Cullen à un travail de ravitaillement à basse pression au sein de l'USS Canopus. Il a tenté de se suicider plusieurs fois et a été interné dans le service psychiatrique de la marine au cours des années suivantes. Cullen a reçu une décharge médicale de la marine pour des raisons non divulguées en 1984. Peu de temps après sa sortie, Cullen s'est inscrit à l'école d'infirmière du Mountainside Hospital à Montclair dans le New Jersey. Élu président de sa classe, il obtient son diplôme en 86 et commence à travailler dans l'unité des grands brûlés du St. Barnabas Medical Center à Livingstone. Cullen a rencontré et épousé Adrienne Baum en 87. Leur fille, la première des 2, est née plus tard cette année-là. Mais la femme de Cullen est devenue très perturbée par le comportement inhabituel de son mari et son abus des chiens de la famille. En fait, il avait pour habitude de baisser le chauffage et de geler toute la petite famille et aussi de mettre les Yorkshire dans la poubelle. Alors, je sais pas pourquoi les pauvres petits chiens. Moi je fais ça tous les vendredis soirs, personnellement. Avec Chester, il met Chester dans la poubelle Ouais, et... toujours. Il arrive toujours à sortir. Oh mon bébé d'amour. En 93, elle dépose une ordonnance d'éloignement contre lui parce qu'elle a peur pour ses filles et pour elle. Elle a même affirmé que Cullen avait dopé des boissons avec de l'essence à briquet, qu'il s'amusait à brûler les livres de leurs filles et même qu'il les avait laissées seules avec une babysitter pendant 1 semaine. Bien évidemment, comme tous les hommes, il a nié et dit que sa femme exagérait. Pourquoi tu rigoles? Mais si, c'est très bien, c'est très bien. Pourquoi? J'ai le droit de réagir en même temps. Mais Adrienne a quand même insisté sur le fait que Cullen était mentalement malade. Le 11 juin 88, il tua sa première victime. Un patient de 72 ans, John Yengo, un juge à la retraite de Jersey City. Le juge avait été admis à l'unité des grands brûlés de St. Barnabas. Il avait de graves coups de soleil, quelques jours seulement avant que Cullen ne lui administre une dose mortelle de lidocaïne. Il a finalement avoué avoir tué plusieurs autres patients de St. Barnabas, y compris un malade du sida décédé après avoir reçu une surdose d'insuline. Il a finalement quitté St. Barnabas en janvier 92, une fois que les autorités hospitalières ont commencé à enquêter sur les sacs contaminés. En gros, c'est les perfs dans lesquels il y avait les surdoses, soit d'insuline, lidocaïne ou un petit peu tout ce qui rajoute. L'enquête a déterminé que Cullen était probablement responsable et qu'il avait entraîné des dizaines de décès de patients. 1 mois après avoir quitté St. Barnabas, Cullen a pris un emploi à l'hôpital Warren de Phillipsburg, où il a assassiné 3 femmes âgées avec des surdoses de digoxine, un médicament pour le cœur. Sa dernière victime a déclaré qu'un infirmier sournois lui a injecté ce médicament pendant qu'elle dormait. Cependant, les membres de la famille et les médecins de l'hôpital ont rejeté les commentaires car ils étaient pour eux sans fondement. L'année suivante, Cullen emménage à Phillipsburg après un divorce litigieux avec sa femme. Il affirmera plus tard qu'il avait voulu arrêter le métier d'infirmier en 93, mais le fait qu'il doive donner une pension alimentaire à ses 2 filles l'a forcé à continuer. En mars 93,
1993, Cullen entre par effraction chez l'une de ses collègues pendant que son fils et elle dorment, mais part sans les réveiller. Il a alors commencé à traquer la femme qui déposera plainte contre lui. Cullen a par la suite plaidé coupable d'intrusion et a reçu 1 an de probation. Le lendemain de son arrestation, il refera une tentative de suicide. Par la suite, il prendra 2 mois de congé et sera traité pour dépression dans 2 établissements psychiatriques. Il fera encore 2 tentatives de suicide à la fin de cette même année. En septembre, une patiente cancéreuse de 91 ans a affirmé que Cullen, qui n'était pas son infirmier assigné, était rentré dans sa chambre et l'avait piqué avec une seringue. Malheureusement, elle est décédée le lendemain. Son fils a protesté que sa mort n'était pas naturelle et l'hôpital a décidé de faire passer un test de détecteur de mensonges à Cullen ainsi qu'à plusieurs infirmières. Cullen a réussi le test. Il continuera de travailler à Warren jusqu'au printemps suivant. Il a commencé un séjour de 3 ans dans l'unité soins intensifs du Hunterdon Medical Center à Flemington. Il a affirmé qu'il n'avait fait de mal à personne durant les 2 premières années à Hunterdon. Mais les dossiers hospitaliers ont été détruits pendant cette période au moment de son arrestation en 2003. Cullen a admis avoir assassiné 5 patients entre janvier et septembre 1996, encore avec des surdoses de digoxine. Il a ensuite trouvé du travail au Morristown Memorial Hospital où il a été licencié parce qu'il avait des mauvaises performances. Cullen est resté au chômage pendant 6 mois et il a arrêté de verser ses pensions alimentaires pour ses 2 enfants. Après avoir été chercher un traitement pour la dépression à l'hôpital Warren, il a été brièvement admis dans un hôpital psychiatrique. En février 1998, Cullen a été embauché par le Liberty Nursing and Rehabilitation Center à Allentown, en Pennsylvanie, où il a dirigé un service de patients dépendants d'un respirateur. Là, il a été accusé de donner aux patients des médicaments à des moments imprévus. Il a été licencié après avoir été vu entrer dans la chambre d'un patient avec des seringues à la main, une rencontre qui laissera le patient avec un bras cassé. Cullen a même causé la mort d'un patient qui ne lui était pas imputé. Après avoir quitté Liberty, il est embauché à l'hôpital d'Easttown de novembre 1998 à mars 1999. Le 30 décembre 1998, il tue un autre patient. Le test sanguin a montré une quantité mortelle de digoxine dans le sang du patient, mais l'enquête au sein de l'hôpital n'a pas été concluante. Les preuves n'indiquaient pas que Cullen était le meurtrier. Même avec ses antécédents d'instabilité mentale et ses nombreux décès au cours de son emploi dans divers hôpitaux, Cullen a continué de trouver du travail en raison d'une pénurie nationale d'infirmiers. Mais en fait, à ce moment-là, il n'y avait aucun protocole pour identifier les infirmiers ou infirmières ayant des problèmes mentaux ou d'emploi. Les problèmes de responsabilité ont rendu les hôpitaux peu disposés à prendre des mesures contre Cullen. En mars 1999, il a été embauché à l'unité des brûlés à l'hôpital Lehigh Valley d'Allentown, où il a assassiné une personne et tenté d'en assassiner une autre. 1 mois plus tard, il démissionne de cet hôpital pour rejoindre l'unité des soins cardiaques à l'hôpital Saint-Luc à Bethléem. Il a assassiné 5 patients et est connu pour avoir tenté d'en assassiner 2 autres. Il tente à nouveau de se suicider à l'aide d'un grill à charbon dans sa baignoire et espère succomber à une intoxication au monoxyde de carbone. Les voisins ont senti la fumée et ont appelé les pompiers et la police. Cullen a été emmené à l'hôpital et dans un établissement psychiatrique, mais il a été relâché le lendemain. Apparemment, tu pouvais faire une tentative de suicide et sortir le lendemain. Aux États-Unis, c'est comme ça. Personne ne soupçonnait Cullen d'assassiner ses patients jusqu'à ce qu'un collègue ne trouve des flacons vides de médicaments dans la poubelle. Les drogues n'avaient aucune valeur en dehors de l'hôpital, vu qu'elles n'étaient pas encore utilisées à des fins récréatives ou pour faire la fête. Le vol était très inhabituel. Une enquête a prouvé que Cullen avait volé les médicaments. L'hôpital Saint-Luc lui propose un accord, et l'accord c'est de démissionner et ils lui font une recommandation neutre, ou alors il est renvoyé. Il a décidé de démissionner et la sécurité de l'hôpital l'a escorté à l'extérieur en juin 2022. 7 de ses collègues le soupçonnaient de consommer de la drogue pour prendre confiance et tuer certains patients. Ils ont alerté le procureur du comté de Lehigh. Les enquêteurs n'ont jamais fouillé le passé de Cullen et donc l'affaire a été classée faute de preuves. En septembre 2002, Cullen a commencé à travailler dans l'unité des soins intensifs à Somerset Medical Center à Somerville, dans le New Jersey. À ce moment-là, il sort avec une femme, mais sa dépression s'est aggravée. Cullen avait tué 13 personnes et tenté d'en tuer une autre à la mi-2003 avec de la digoxine, de l'insuline, de la lidocaïne, tout ce qu'il utilisait habituellement. L'une de ses victimes était Michael Strenko, âgé de 21 ans, qui avait été admis pour une opération de la rate dont il aurait dû se remettre. Au lieu de ça, Cullen a mis fin à sa courte vie en lui injectant une surdose de noradrénaline. Le 18 juin 2003, il tentera de tuer en vain un patient du Somerset, Philip Gregor, qui sera libéré mais qui mourra 6 mois plus tard de cause naturelle.
Somerset a commencé à remarquer les actes répréhensibles de Cullen quand il a commencé à accéder aux chambres et aux dossiers des patients auxquels il n'était pas affecté. Les armoires informatisées de distribution de médicaments indiquaient qu'il demandait des médicaments qui n'avaient pas été prescrits à ses patients. Ces demandes de médicaments comprenaient de nombreuses demandes qui avaient été annulées et à quelques minutes d'intervalle. Donc si vous avez vu le film, vous pouvez voir que y a plein de petits casiers. C'est informatisé, les tiroirs s'ouvrent, ils prennent les médicaments, ils referment le tiroir et ils s'en vont. Comment expliquer? Si vous annulez votre demande de médicaments, le tiroir s'ouvre quand même, en fait. C'est ce qui nous explique. Et en fait, c'est un peu comme ça qu'il s'est fait attraper. En juillet 2003, le directeur exécutif du Poison Information and Education System a averti les responsables du Somerset qu'au moins 4 surdoses suspectes indiquaient la possibilité qu'un employé tue des patients. L'hôpital contacte les autorités seulement en octobre. Donc juillet, voilà. octobre. Je voulais trop faire, mais ne coupe plus jamais la parole. À ce moment-là, Cullen avait tué au moins 5 patients et tenté d'en tuer un autre. Lorsqu'un patient du Somerset meurt d'une hypoglycémie en octobre 2003, l'hôpital décide de contacter la police du New Jersey. En 2003, ce sera d'ailleurs sa dernière victime. Sa première victime, c'était en 88. Sa dernière en 2003, mais que fait la police? Apparemment, dans tous les hôpitaux dans lesquels il est passé, ils se sont dit on va favoriser la réputation de l'hôpital plutôt que la vie de nos patients, tout simplement. Je vous laisse méditer avec cette phrase-là, l'argent, la vie, on sait pas. La majorité des hôpitaux dans lesquels il a travaillé le soupçonnait quand même. Il le soupçonnait, mais en fait, ils ont préféré le pousser vers la sortie plutôt que d'assumer le fait que c'est leur employé qui avait fait l'erreur. Enfin, l'erreur. Les responsables d'État ont réprimandé l'hôpital parce qu'ils ont omis de dire qu'il y avait une surdose d'insuline non mortelle administrée par Cullen en août. Donc c'est seulement au moment où il fait une petite erreur, on va dire, ça se trouve c'était une erreur médicale, là l'État veut s'en mêler. L'hôpital Somerset renvoie Cullen en octobre 2003, apparemment parce qu'il a menti sur son CV. La personne qui le vire, c'est une ancienne infirmière, donc elle savait très bien ce que Cullen faisait. Vu qu'il y avait une enquête sur l'hôpital, elle a trouvé ce prétexte-là, donc le fait qu'il ait menti sur son CV, pour le renvoyer. Vu qu'il y avait une pénurie d'infirmières à cette époque-là, on a préféré le garder jusqu'à ce qu'ils viennent fouiller dans les dossiers. D'ailleurs, elle n'a pas été très coopérative. Elle a un peu oublié de mettre la page 8, la page 9 du dossier. Enfin oui, bref, elle a sélectionné. Elle a couvert l'hôpital, encore une fois. Donc l'infirmière Emily O'Fren a alerté la police par rapport au dossier d'accès de Cullen et aussi par rapport à la mort de certains de ses patients. La police le garde sous surveillance jusqu'à ce qu'il termine l'enquête et les enquêteurs ont chargé O'Fren de rendre visite à Cullen après les heures de travail et ils lui ont mis un micro pour qu'elle puisse enregistrer la conversation qu'elle a avec lui. Et avec tout ça, la police avait suffisamment de preuves pour pouvoir arrêter Cullen. Cullen a été arrêté le 12 décembre 2003 dans un restaurant et accusé d'un chef de meurtre et d'un chef de tentative de meurtre. Le 14 décembre, il a admis aux détectives d'homicide Dan Baldwin et Tim Brown qu'il avait assassiné Florian Gall et avait tenté d'assassiner Jean Young-Han, je sais pas si ça se prononce comme ça, tous deux patients du Somerset. Et en plus de ça, Cullen a affirmé avoir tué près de 40 personnes au cours de ses 16 ans de carrière. En avril 2014, Cullen plaide coupable devant le juge Paul W. Armstrong devant un tribunal du New Jersey pour avoir tué 13 patients et tenté d'en tuer 2 autres par injection létale au Somerset. Dans le cadre de son plaidoyer, Cullen a promis de coopérer avec les autorités s'il ne demandait pas la peine de mort. Un mois plus tard, il plaide coupable du meurtre de 3 autres patients dans le New Jersey. Ensuite, en novembre 2004, Cullen plaide coupable devant le tribunal d'Allentown pour avoir tué 6 personnes et tenté d'en tuer 3 autres. Et là, chose très très bizarre, et je sais pas si toi t'as la ref ou pas, mais il a interrompu la procédure en chantant « Votre honneur, vous devez démissionner ». Donc je sais pas si t'as la rêve de quelque chose comme ça, mais en tout cas il a provoqué en chantant cette chanson-là. Cullen a fini bâillonné. Et là, les gars, ça continue encore. Le 2 mars 2006, Cullen a été condamné à 11 condamnations à perpétuité consécutives par le juge Armstrong et il n'est pas éligible à la libération conditionnelle avant le 10 juin 2388. Donc moi j'ai lu sur internet que c'était 2388, mais dans le film, c'est un petit peu plus, 2400 quelque chose. 2404. Voilà. Bon, c'est beaucoup quand même, hein, mais voilà. On est plus à ça près. Actuellement, il est détenu dans une prison du New Jersey à Trenton. Le 10 mars 2006, Cullen est emmené dans une salle d'audience du président du comté de Lehigh avec le juge William H. Platt pour une audience de détermination de peine. Et là, encore une fois, Cullen, contrarié par le juge, interrompt
la procédure et se remet à chanter « Votre honneur, vous devez démissionner ». Ils ont fait quoi? Ils ont de nouveau bâillonné Cullen. Mais là, cette fois, avec du tissu et du ruban adhésif. Donc le mec, ils l'ont... Et ça ne s'arrête pas là, parce que même après avoir été bâillonné, il a continué à fredonner la fameuse chanson. Pendant l'audience, le juge Platt a infligé 6 autres peines à perpétuité. Cullen, il a été plutôt cool, attention, il a travaillé avec les autorités pour pouvoir identifier d'autres victimes. Cullen dit que s'il administrait des surdoses de médicaments à ses patients, c'est pour éviter qu'ils soient codés ou qu'ils fassent un arrêt cardiaque ou respiratoire, pour éviter d'être répertoriés comme code blue. Et ça, c'était son mode opératoire. Il administrait des doses d'insuline ou de digoxine. Comme ça, la mort était beaucoup plus lente et ça évitait les arrêts cardiaques ou respiratoires. Ça évitait les codes bleus et qu'ils se fassent cramer. Il était intelligent quand même. Cullen supportait pas l'idée qu'on sauve la vie des patients qu'il essayait de tuer. Il donnait des surdoses à des patients, il voulait mettre fin à leur souffrance. Pas 10 ans. Ouais, pour empêcher le personnel de les déshumaniser. C'est les mots qu'il utilise. Toutes ces victimes n'étaient pas en phase terminale, un peu comme Gall. Il devait récupérer avant que Cullen ne les tue. L'infirmière Lynn Tester dit aux enquêteurs que nombreuses de ces victimes étaient des personnes en voie de guérison. Au lieu d'utiliser des analgésiques ou des stimulants courants, dont l'accès était strictement réglementé par les hôpitaux, en raison de leur valeur en tant que drogue illicite, Cullen a préféré utiliser des médicaments comme la digoxine et l'insuline, qui étaient moins utilisés en dehors du cadre hospitalier et qui évitaient d'attirer l'attention. Pour les enquêteurs, Cullen a fait souffrir certaines de ses victimes, mais soi-disant, lui ne s'en est pas rendu compte. Et ça contredisait ses affirmations selon lesquelles il voulait sauver ses patients. Cullen voyait pendant plusieurs jours la souffrance de ses patients, mais selon lui, chaque fois qu'il a décidé de tuer quelqu'un, c'était de manière impulsive. Il déclare au détective en décembre 2003 qu'il a passé la plupart de sa vie dans le brouillard et qu'il a soi-disant oublié la plupart de ses meurtres. Et il ne pouvait pas rappeler aux enquêteurs combien il en avait tué et pourquoi il les avait choisis. Dans certains cas, Cullen nie complètement avoir commis certains meurtres dans certains établissements donnés. Mais après avoir examiné certains dossiers médicaux, il a quand même admis qu'il en avait tué certains. Charles Cullen s'est déplacé d'un établissement à l'autre sans être détecté et il en a fait pas moins de 9. Le New Jersey et la Pennsylvanie, comme la plupart des autres États, en fait, exigeaient qu'il signale uniquement les décès suspects. En gros, les autres États n'ont pas donné aux enquêteurs le pouvoir légal de découvrir les anciens employeurs de Cullen. On le voit dans le film, ça aussi, où à un moment, il y a un enquêteur, il appelle un ancien employeur de Cullen, mais il refuse catégoriquement de lui donner quoi que ce soit. Selon les enquêteurs et Cullen lui-même, plusieurs hôpitaux l'ont soupçonné d'avoir blessé ou tué des patients, mais n'ont pas pris les mesures légales appropriées. Après la condamnation de Charles, de nombreux hôpitaux dans lesquels il avait travaillé ont été poursuivis par les familles des victimes. Et apparemment, aujourd'hui, les dossiers ont été réglés à l'amiable et sont scellés. Si seuls 29 meurtres ont pu être confirmés, Cullen a affirmé avoir tué pas moins de 40 personnes sur ses 16 ans de carrière. Mais selon les autorités, Cullen aurait causé la mort de plus de 400 personnes entre 21 et 91 ans. Si vous avez vu le film, vous vous rendez compte que le film commence à un moment donné, c'est-à-dire quand il est à son dernier hôpital, et nous, on vous a raconté vraiment pourquoi il en est arrivé là. C'est ça qu'on n'a pas forcément apprécié sur ce film-là, je sais pas ce que t'en penses. J'ai pas trop kiffé, parce que en fait, on voit rien dans le film, on voit pas quand il contamine les perfs, ou peut-être qu'on le voit une fois. Toi, t'aurais aimé de voir les gens agoniser, quoi. Non, mais on le voit une fois mettre une perf, mais derrière, il y a l'infirmière qui enlève la perf, mais en soi, on voit pas ce qu'il fait. Ça raconte pas vraiment l'histoire. Mais peut-être que c'est ce qu'ils ont voulu faire en fait. Peut-être qu'ils ont voulu que tu te poses la question toi-même en tant que spectateur, si tu connais pas le mec, tu te poses la question, est-ce que c'est vraiment lui qui fait tout ça ou pas, quoi. Bon, c'est pas comme The Watcher, d'ailleurs on vous mettra la vidéo dans le petit i ici. Je crois que c'est par là. The Watcher, on a regardé après avoir vu la série. Là, en fait, on s'est documenté avant d'avoir vu le film. Et en fait, on a été déçus tous les deux. Ouais, carrément. Même si tu vas plus loin, à chaque fois qu'il a entamé quelque chose, il a réussi à chaque fois ce qu'il a entrepris. Mais son gros problème, c'est que c'était une victime. Et il s'est vengé sur des gens qui pouvaient pas se défendre. Ça reste quand même une histoire assez folle parce qu'il aurait tué pas moins de 400 personnes, ce qui est énorme. Et il est quand même, de ce que j'ai vu sur internet, dans le classement des 10 pires tueurs en série d'Amérique. Tu vois, c'est bien ce que je dis. À chaque fois qu'il entreprend quelque chose, il veut être dans le top 10, le mec. Et on voulait vous remercier vraiment parce que la chaîne prend de plus en plus d'ampleur et ça fait vraiment plaisir. Les petits commentaires à chaque fois pour dire que vous avez aimé ou pas, nous on s'en fout, on reçoit tout. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, on est de plus en plus. Toujours. The Watcher a été super bien accueilli. Merci. Ça fait hyper plaisir. Eh ouais, venez, il y a encore de la place les frérots là. Hey, venez là. C'est la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve dans 2 semaines. Ciao.